Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur un écrivain bordelais qui fait la pluie et le beau temps sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Guy Reichenmann, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors les téléspectateurs vous connaissent par vos bulletins météo. Ils vous suivent depuis bientôt 10 ans comme écrivain de romans. Quel est le point commun entre les deux disciplines? L'écriture. L'écriture, c'est-à-dire qu'au départ, en effet, j'ai fait la météo en me disant, tiens, je vais écrire tout, sur tout sauf sur le temps. C'est ce que j'ai fait un peu au départ. C'est intéressant au début. Oui. C'est intéressant, oui. Parce que je me suis rendu compte que quand il faisait très très beau, par exemple, il y avait des soleils partout, je n'étais peut-être pas obligé de le dire. Donc je parlais un peu d'autre chose, de ce qui s'était passé à cette époque, ce que les prénoms des gens, d'où venaient certains prénoms, voilà. Donc je parlais un petit peu de tout ça. Et en revanche, en effet, quand il y avait des vigilances, j'étais là, hein. Ça c'est sûr, j'étais présent. Plein phare sur votre parcours qui n'a pas commencé par la météo, qui n'a pas commencé par l'écriture. Un petit indice, deux petits indices même exactement. On va découvrir deux images, une image de pluie et une image de balle de golf. C'est comme ça que votre aventure est née sur France 3 Aquitaine? Professionnelle, oui, sûrement. La pluie a toujours été importante pour moi. D'abord, je suis né dans un pays africain. Je suis né à Libreville, au Gabon. On y reviendra peut-être. Et pendant la saison des pluies, et je sais qu'il pleuvait quand je suis né. Et concernant le golf, eh bien, je jouais beaucoup au tennis. J'avais 26 ans et je n'étais pas mauvais tennisman. J'ai eu l'idée d'aller passer mes vacances à Hawaï. J'étais acheteur chez Ford, j'étais célibataire, j'ai dit tiens, je vais prendre un... Vous travaillez chez Ford? Oui, j'étais acheteur chez Ford, donc je pouvais donc aller à Hawaï et puis j'ai gagné le tournoi de tennis, tout allait très bien et il pleut un jour. Et mes amis des cuisines, parce qu'il y avait beaucoup de Français qui travaillaient dans les cuisines là-bas, c'était au Club Med en fait. Ils m'ont dit viens avec nous Guy au golf. Je dis au golf, ce sport de vieux, de snob, jamais pour moi. Enfin, moi c'est le sport vraiment, le vrai, le toucher, le déplacement, le mouvement, parce que j'aime beaucoup ça. Bon, et ils me disent bon tant pis. Et moi je passe la journée à m'emmerder, m'ennuyer on va dire, hein, mais terriblement. Le lendemain, bis repetita, il pleut. Alors, Guy, tu viens avec nous au golf? Je dis vraiment, j'y vais. Et là, ils me mettent un club entre les mains, au départ du trou numéro 1 d'un des clubs, il y avait beaucoup à Hawaï, hein, et avec un fer 3, et je tape la balle, et j'ai une espèce de sensation un peu magique, c'est-à-dire j'ai eu l'impression que la balle sortait de mes bras, et filait tout droit, elle est allée tout droit. Et je n'ai eu de paix ni de cesse de retrouver cette sensation. Alors bien sûr, j'ai fait pas mal Vous êtes devenu un joueur professionnel. Voilà, et ensuite, en rentrant à Bordeaux, j'ai pris des cours. Ma tante avait des cours, elle me les a donnés finalement, parce qu'elle était très bonne anesthésiste, mais piètre golfeuse. Et donc, moi, j'ai pris des cours, et en effet, en un peu plus de 3 ans, je suis devenu professionnel de golf. Oui. Donc, joueur de golf professionnel grâce à la pluie. Comment vous êtes arrivé à France 3? Grâce à la pluie. Et je suis arrivé à France 3, pareil. J'ai mon ami Patrice Bello, qui était réalisateur d'Open de golf à l'époque. Il faisait le tournoi de tennis de Roland Garros, il était réalisateur, et il m'a dit tiens, on couvre le golf. Donc je dis je vais aller voir l'Open de France à Chantilly, Open que j'avais joué l'année précédente. Mais là je ne jouais plus, j'enseignais, j'avais beaucoup d'activités, donc j'étais voir. Et il faisait très beau, je vais dans le quart technique, je raccourcis, et puis il se met à pleuvoir. Fort. Encore la pluie. Ce qui fait que la jeune femme qui était préposée à aider le réalisateur a été complètement perdue parce que quand il pleut, les joueurs ont revêtu leur habit de pluie. Donc ils étaient tous soit ou bleu marine ou vert ou noir. Ce qui fait que la nana en question ne reconnaissait plus personne parce qu'elle avait noté les vêtements des joueurs au départ. Ce qui fait à ce moment-là, je me suis levé et j'ai pris les affaires en main en quelque sorte et j'ai dit là c'est Woosnam, là c'est Ballesteros, là c'est... Vous êtes donc devenu consultant de golf pour la chaîne? Aussitôt ils sont rentrés à la fin, ils ont dit bon mais tu restes. Et je suis resté. Alors je suis devenu consultant en technique, ensuite j'étais au commentaire avec Nelson. Montfort. On a commenté pendant quelques années et ensuite quand France 3 National a arrêté le golf, parce que bon, il y avait des moyens, c'était assez cher. Et bien, je suis venu en région et là, j'ai commencé à faire par 3. C'est-à-dire que j'ai voyagé dans toute l'Aquitaine et j'avais une émission de 13 minutes aussi qui présentait chaque golf d'Aquitaine
J'en ai fait donc 36 ou 40, je ne me souviens plus. Donc ça, c'est votre carrière d'homme de télé. Voilà. Votre carrière d'écrivain commence bien plus tard. Comment vous y êtes arrivé? Commence bien plus tard, oui. Alors c'est lié parce que j'écrivais toujours des textes un petit peu différents. Même quand j'étais dans le golf, j'écrivais des textes techniques, mais à ma façon. Et Catherine, ma femme, me disait, tu dois écrire parce que tu écris bien. C'est une grande lectrice. J'y croyais pas du tout. Je sais pas. Et puis, j'ai eu un coup de moins bien, comme on dit, allez, on va dire la crise de la cinquantaine, comme tout le monde, peut-être de la cinquantaine. Et là, je me suis mis à écrire des textes un petit peu sombres. Et puis, il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas trop mal. Alors, j'écris des nouvelles derrière. Vous parliez de votre vie, en fait, de ce que vous ressentiez à ce moment-là. Oui, sur des textes, oui. Et ensuite, je suis parti un peu dans l'imaginaire, sur des nouvelles. Et des nouvelles qui ont intéressé certaines personnes, qui étaient un peu dans l'édition. Et après, je me suis mis à écrire un premier roman qui s'appelle Les fourmis dans les doigts, qui a été édité par l'Harmattan, dans la collection Écriture. Et c'est très difficile d'écrire, c'est facile. Écrire, c'est facile. Se faire éditer, on peut y arriver. Mais ensuite, se faire distribuer, c'est très compliqué. C'est pour ça que se faire lire de la multitude, c'est très compliqué. Le circuit de la distribution, enfin, se faire lire par des libraires, c'est très compliqué. Passer de la nouvelle au roman, voilà, c'était logique, c'est ce qu'on appelle le souffle, oui. Ouais. Mais vous devez connaître des écrivains qui sont très bons sur la nouvelle et sur le roman. Long, il manque un petit peu de souffle. Et voilà, il faut avoir ce souffle pour passer sur le roman. Oui, alors, je ne veux pas dire que je suis pas Céline, hein, mais disons que j'ai mon style et en effet, j'ai créé un personnage. Anselme Villoc, j'allais y venir. Voilà. Depuis 3 ans, vous racontez ses enquêtes sur le bassin d'Arcachon. Comment est né ce personnage? Mais il est né d'une façon un peu mercantile parce que je me suis dit, comme j'avais un peu de mal à me faire lire, justement, j'ai dit je vais attaquer le polar. Et pour attaquer le polar, je me suis dit, je vais créer un personnage un peu comme moi, voilà, j'étais à Cognac l'année dernière, justement. On découvre l'affiche du festival. Mon dernier livre était sélectionné finaliste, justement. À la place de l'autre, sorti en 2016. C'était pour moi une belle récompense, parce qu'il n'y avait que 10 finalistes, et c'est quand même un prix national. Donc je me suis dit, je vais créer un personnage policier, que je vais faire évoluer dans un endroit que je connais, qui est le bassin d'Arcachon, le Cap Ferret, et donc c'est pour ça que cette émission en plein phare tombe. Vous avez quel lien avec ce lieu? C'est là que vous passez vos vacances? Oui, disons depuis 1994 j'y vais. Avant j'allais beaucoup à Andernos, mais ce sont Andernos j'y vais depuis 1953, donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Mais disons que c'est des endroits apaisants pour moi. Voilà. Donc j'écris toujours quand il pleut. Et quand je suis in situ, comme on dit. Et vous avez trouvé que c'était un lieu parfait pour mener une enquête policière? Oui, bien sûr, mais l'imaginaire, il peut aller partout, quoi. Donc ce flic est arrivé, et ça m'a permis de développer des thèmes, parce que ce n'est pas uniquement des enquêtes policières, il y a toujours des thèmes. Dans le premier, c'est la résilience, après, c'est le bien et le mal, et dans le dernier, c'est l'emprise mentale. À la place de l'autre, c'est sorti en 2016. Vous travaillez déjà à votre prochain roman. Il est fait. Et il est déjà fini. Il est fait. De quoi va-t-il parler? Il va parler du retour sur soi, parce qu'Anselme Villoc est un garçon qui vient de l'assistance publique. Toujours Anselme Villoc Il vient de l'assistance publique et il va revenir sur ses origines, ça va être terrible. C'est plus qu'une trilogie maintenant, on arrive au 4e épisode. Oui. Et puis le 5e, j'ai commencé, là je suis parti au Moyen-Âge. D'accord, vous prenez de l'avance. Avec Anselme Villoc, toujours. Et vous écrivez toujours sur le bassin d'Arcachon? Voilà, toujours sur le bassin, mais il y a plusieurs histoires. Hein. Par exemple, dans le premier, il y a l'Estonie, dans le deuxième, il y a la Pologne, dans le troisième, il y a le mur de l'Atlantique, et dans le quatrième, il y a... Là, je pars dans la géobiologie et dans la régression en conscience modifiée. On n'en dit pas plus. On n'en dira pas plus. Plein phare sur une personne que vous avez tenu à nous montrer, essentiel finalement dans votre vie. De qui s'agit-il? Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, il m'a sauvé la vie simplement parce que je suis né donc en... C'est un docteur. C'est un docteur, bien sûr. Qui a exercé au Gabon. Il a exercé au Gabon. Vous êtes né au Gabon. À Lambaréné, oui. Il a eu le prix Nobel en 1952, l'année où il m'a sauvé, on peut dire. Et quand il a reçu ce prix Nobel, il ne s'est pas déplacé d'ailleurs, il était dans son village, on le voit là, il est resté là. C'est-à-dire que quand il a conseillé à ma mère, on habitait pas très loin, donc elle a pris la pirogue sur l'Ogoué, elle est arrivée donc à Lambaréné, donc dans le dispensaire du docteur Schweitzer, il m'a ausculté, il a dit il faut qu'il rentre absolument parce que je me vidais complètement et si j'étais resté là-bas, je serais mort. Voilà. Donc il a dit il faut absolument qu'il rentre et je suis rentré dans la semaine. Voilà, donc voilà, il m'a sauvé. Et c'est un ami de la famille en plus. Donc, vous pensez un jour écrire une autobiographie parce que votre vie vaut un roman?
Disons que l'autobiographie, de toute façon, l'écrivain l'écrit. Il faut lire entre les lignes. Hein. Anselme Villoc, c'est un peu vous. Oui, physiquement non, mais bien sûr, il est dans le doute. Il aime bien, il n'a pas de bon sens. Il aime bien écouter les gens plutôt que de pérorer et d'affirmer des choses. Voilà, donc il écoute. Hein. Il est aidé par une petite fille surdouée et il est aidé par un patron de bar au bon sens médocain. Et ces deux personnes le font avancer. Mais dire clairement la vie de Guy Reichenmann, non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Plein phare sur un objet, un manuscrit que vous avez tenu à nous faire découvrir. Oui, Un voyage au bout de la nuit. D'un grand auteur, ah, oui, Voyage au bout de la nuit de Céline. Oui, écoutez, Céline, pour moi, c'est le... Prix Renaudot en 1932. Oui, il aurait dû avoir le Goncourt. Il a été... Ah, c'est toute une histoire, on en parlera plus tard, mais... que représente pour vous ce manuscrit C'est formidable. Alors ça, c'est le début du texte. Hein. Vous voyez, ensuite, au milieu, il commence à raturer pas mal. Vous voyez, ça a été... il ne faut pas croire que l'écrivain écrit comme ça. Vous voyez, là, dans celui-ci, il raye carrément une page complètement. C'est un auteur qui vous a inspiré pour écrire vos propres livres ? Oui, non, je ne veux pas écrire comme Céline. Hein. Vous voyez, il a trouvé l'assistance au tout petit, il a écrit dessus. Quoi. Il n'avait pas des feuillets blancs et vierges, il écrivait sur tout ce qu'il trouvait. Et voilà, à la fin, regardez comment il écrivait à la fin par rapport au début. Là, c'est totalement... on dirait qu'il en avait marre de finir. Là, c'est les derniers. Il y a 885. Il y a 888 ou 889 feuillets. Et alors, ce manuscrit a été retrouvé, il a vendu en 1943. Il a vendu 10 000 francs plus un tableau de Renoir. Il a été retrouvé en 2001, ce manuscrit, et il a été racheté pour la somme de 12 millions de francs. Il est à la Bibliothèque nationale de France. Il est marquant pour vous de cet auteur ? Il est marquant non seulement de cet auteur, qui pour moi est le meilleur auteur du XXe, parce qu'il a une écriture qui est à la fois une gouaille de gouaille populaire, de langage parlé, à la limite mal écrit, et à côté, il suit des fulgurances incroyables. Et moi, ça m'émeut. Merci Guy Reichenmann d'être venu dans Plein phare. La lumière éclaire toujours la toile. France3.fr pour revoir l'émission. À bientôt.